Donc, coopérative d'utilisation de matériel agricole, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ce sont des coopératives, donc comme toutes les grandes coopératives avec les mêmes principes. Mais là, ce sont des agriculteurs qui se regroupent pour mutualiser des machines, des salariés, éventuellement des hangars, pour accompagner les exploitations dans leur travail quotidien. Donc, ce sont des coopératives qui sont régies par les grands principes de la coopération. Je vous rappelle, pas de but lucratif. Il y a une notion d'engagement, un engagement réciproque. L'adhérent qui vient dans la coopérative s'engage à utiliser ses services sur un certain volume d'activité pendant un certain temps. Et la coopérative, par contre, en contrepartie, donc la CUMA, pour ce qui nous concerne, s'engage à lui mettre le service à disposition. Ça veut dire que s'il y a un problème sur une machine, s'il y a un problème qui fait que l'adhérent ne peut pas faire son travail, les responsables de la CUMA doivent mettre en place une stratégie pour remplacer le matériel, louer quelque chose, enfin voilà. Donc c'est la notion d'engagement réciproque qui est quand même quelque chose d'important dans la coopération. Il y a un principe démocratique aussi, un homme, une voix. Tout le monde a le même pouvoir, qu'il soit petit utilisateur ou très gros utilisateur des services. Voilà. Donc ça, c'est quand même les deux grands principes de la coopération. Et donc tout ça, toutes ces choses-là sont pour les CUMA regroupées et écrites dans des statuts, puisque les CUMA sont des sociétés à part des exploitations agricoles, et dans un règlement intérieur. Bon, je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les CUMA, elles ont le but de permettre aux agriculteurs de maîtriser les coûts de production, parce qu'en partageant le matériel, on partage son coût, on partage l'investissement, donc ça coûte moins cher. Ça permet d'améliorer donc les performances des exploitations au niveau économique. Mais il y a un deuxième intérêt aussi, elles permettent d'améliorer les conditions de travail des agriculteurs. D'une part, parce que souvent les chantiers se font à plusieurs, donc quand on est plusieurs, on est toujours plus fort. Ça permet aussi d'avoir du matériel toujours plus performant, parce que quand on amortit un matériel à plusieurs sur un plus gros volume de travail, eh bien, on peut le renouveler plus souvent, donc on a un matériel toujours à la pointe. Et donc, ça favorise aussi l'entraide et la convivialité. Et puis les échanges sur les pratiques, les échanges techniques. On voit les collègues qui font différemment de nous. On apprend tous les jours. Donc, par leurs activités, l'amélioration des performances de leurs adhérents, elles rendent plus dynamique le développement économique de leur territoire. Ça, c'est quand même un point important pour les CUMA. Donc chaque CUMA est géré par un conseil d'administration élu par l'ensemble des adhérents, et il doit faire appliquer les statuts et le règlement intérieur dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est pour les grands principes des CUMA, du fonctionnement, l'aspect juridique. Alors, je vais vous donner quelques informations quantitatives sur les CUMA et leur réseau au niveau national et au niveau régional. Donc en France, on a plus de 11 000 CUMA sur tout le territoire. Donc ce réseau de CUMA est organisé autour d'une fédération nationale, de 65 fédérations de proximité et de 10 fédérations régionales. Alors fédération de proximité, dans notre langue, c'est soit des fédérations départementales, comme c'est le cas dans notre région, soit des fédérations interdépartementales, deux départements qui se regroupent pour mutualiser les moyens d'animation et d'accompagnement des CUMA de leur secteur. Donc toutes ces fédérations ont pour mission d'accompagner les CUMA dans leur quotidien, en leur apportant des conseils, des services dans le domaine juridique, dans le domaine du machinisme, de l'emploi, de la formation, de l'organisation. Bref, tout ce qui permet aux CUMA et à leurs dirigeants d'être performantes et d'apporter un service, le meilleur service possible. Donc ce réseau permet aussi de représenter les CUMA au niveau politique et de défendre leurs intérêts face au pouvoir public, que ce soit en termes d'évolution des statuts, de financement, voilà, tout ça. Donc ce réseau national regroupe 480 salariés et un peu moins de 200 000 agriculteurs adhérents CUMA. Donc vous voyez,
c'est à peu près un agriculteur sur 2 au niveau national qui adhère à une CUMA pour une activité ou une autre, voire pour plusieurs activités. Donc dans la région, nous avons 6 fédérations donc, de proximité qui sont 6 fédérations départementales. On a environ 300 CUMA qui sont présentes dans tous les secteurs d'activité agricole. Et elles regroupent, ces 300 CUMA, 4000 adhérents, un peu plus de 4000 adhérents. Donc leur travail, ça va du semis jusqu'à de la petite transformation pour accompagner les exploitations. Donc elles utilisent 5000 matériels au niveau de notre région. Et elles ont réalisé en 2021 un peu plus de 6 500 000 euros d'investissement. Donc les CUMA, je répète, donc ça facilite l'innovation et ça développe l'entraide. Alors je ne sais pas au niveau, comment on fait pour le PowerPoint, qui est-ce qui avance? Moi, il faut que j'aille là-bas. Non, il n'y a pas de son. Ouais, voilà, bon, vas-y, avance. Je vais me mettre là comme ça. Comme ça, j'avancerai. Non, il n'y a que ça. Donc, oui. C'est flou, hein? Bon, voilà, là, je reprenais un peu ce que je vous ai dit. Oui, alors les activités principales des CUMA au niveau national, j'ai oublié d'en parler. Bon, c'est d'abord le travail du sol, la récolte et du transport et de la manutention. Hein. Voilà, ça c'est les principales. Donc au niveau régional, j'en ai parlé. Voilà, donc bon, on va passer peut-être au témoignage. Hein. Je ne vais pas vous saouler avec tout ce qui est principe des CUMA. Si vous voulez en savoir plus, on a un stand au L numéro 58. Vous pouvez passer nous voir. Venez nombreux. Voilà, donc on avait prévu donc 2 témoignages de CUMA. Donc la CUMA des Sausiers dans les Hautes-Alpes, malheureusement, ce que je vous disais tout à l'heure, la personne qui devait intervenir n'a pas pu venir et elle est en plein de période de semis. Et donc la CUMA des abeilles à Figanières, avec Mathieu Pasquier qui est là, donc je le remercie. Voilà. Et donc on va... Tu veux que je te pose des questions ou... Ouais, bonjour à tous, je vais déjà me présenter. Donc Mathieu Pasquier, j'ai une exploitation de 70 hectares de vignes. Donc en 2010, on a décidé de lancer une CUMA avec plusieurs adhérents. On était au nombre de 4 pour l'achat d'une machine à vendanger, pour mutualiser les coûts. Et puis on a acheté par la suite un tracteur, un semis, et ainsi de suite. Et c'est en 2019 où on a pris un nouveau tournant et où on a décidé de créer un groupement d'employeurs pour pouvoir de mutualiser le personnel. Parce que vous savez que c'est un coût très important dans une entreprise, dans une exploitation. Et donc, ça nous permettait de pouvoir gérer et d'envoyer les salariés un peu sur les domaines où il y avait besoin et de mutualiser les frais. Voilà. Oui, peut-être. Oui. Pour revenir... Ils l'ont éteint celui-là? Non, c'est bon. Pour revenir sur le thème de l'innovation, j'ai un peu zappé ce que j'avais prévu de vous dire. Pour nous, en CUMA, l'innovation, alors quand on parle d'innovation, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Est-ce que c'est l'innovation technique? Est-ce que c'est l'innovation, etc. Donc en CUMA, on gère les deux aspects de l'innovation qu'on trouve importants. C'est à la fois l'aspect machine. Donc là, souvent en CUMA, on a des machines un peu à la pointe, que les agriculteurs individuels ne peuvent pas se permettre d'acheter tout seuls. Et il y a surtout les innovations d'organisation, que ce soit dans le travail quotidien
ou par le biais d'un salarié. Parce que l'innovation, donc c'est pas un domaine réservé aux experts chez nous. Souvent en CUMA, quand on a un souci, c'est l'intérêt du groupe, hein, on se réunit, on discute, on trouve un moyen de résoudre le problème. Et ça, pour nous, c'est quand même assez innovant parce que c'est plus facile en groupe que de le faire tout seul. Donc souvent, les CUMA, elles innovent sans le savoir. Hein. Là, la CUMA des abeilles, quand je l'ai sollicité, je ne sais pas, Mathieu, si tu t'es dit que tu avais l'impression d'innover, mais voilà. Donc pour nous, c'est quand même quelque chose d'innovant parce que bon, c'est pas si simple. Déjà de se regrouper en CUMA, surtout dans notre région, où les mentalités ne sont pas forcément au travail en commun. Pour des gros engins de récolte, oui. Pour d'autres domaines, c'est un peu plus compliqué. On le voit sur le terrain. Hein. Nous, on fait l'animation sur le terrain. Donc, tous les jours, on est confronté à des groupes qui se posent des questions, qui s'interrogent, des gens qui résistent, qui vont à reculons, donc qui après s'aperçoivent que finalement, c'était une bonne chose de se regrouper et de travailler ensemble. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que de se regrouper et d'utiliser les services d'un salarié ensemble, c'est une étape supplémentaire. Parce qu'il y a le matériel à gérer, mais là, on gère de l'humain. Ce n'est pas toujours évident. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe au quotidien. Mathieu, tu peux peut-être nous dire s'il n'y a pas des frictions, s'il n'y a pas... Non, parce qu'il peut avoir des frictions, mais du moment qu'on est parti pour faire une CUMA et pour adhérer ensemble, on continue dans cette optique. Et bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'organisation, mais après, ça roule tout seul, quoi, hein. Il n'y a pas de souci, quoi, hein. Il n'y a pas de souci majeur, on va dire. On fait en sorte d'avoir, c'est sûr, on a souvent besoin en même temps des employés parce qu'il y a des périodes charnières, mais on essaye de se débrouiller. Il va un jour là, 2 jours là, 2 jours là. C'est donnant-donnant, comme on dit. Voilà. 2 salariés. 2 salariés. 2 salariés qui bougent entre les... Ah, oui. C'est 2 salariés qui bougent entre les différents adhérents, en fait. Alors, nous sommes 6 adhérents au jour d'aujourd'hui, mais on va dire que c'est entre... les salariés bougent dans toutes les structures, avec tous les adhérents, mais c'est surtout au niveau de 2 adhérents qui sont les plus gros de la CUMA des abeilles, où les salariés interviennent. Après, comme je vous ai dit, on a une machine à vendanger, donc tous les adhérents travaillent avec la machine à vendanger. Donc cela permet de mettre un employé de la CUMA sur la machine à vendanger qui travaille dans toutes les exploitations du coup. On a une assemblée ensemble, pas une assemblée, une réunion ensemble. On a ciblé les principaux points. Aujourd'hui, c'est très dur de trouver du personnel. Je ne vais pas vous le cacher. On a recruté un tractoriste qui était multifonction. Et le deuxième, pour vous dire, c'était un terrassier qu'on a formé nous au fur et à mesure. Et j'en suis très content d'ailleurs. Non, c'est comme je vous dis, bon, c'est le seul problème, c'est qu'on a toujours besoin du personnel tous en même temps, les vendanges, les périodes de traitement, tout ça. Mais c'est en fonction des hectares que nous avons, que chacun a. On essaye toujours de s'arranger et comme on dit, c'est mutualiser la chose et voilà quoi. On essaye de tout se tirer vers le haut, donc justement de ne pas se frictionner. Oui, c'est une question que je voulais te poser, Mathieu. Comment ça se passe dans l'organisation au quotidien, pour peu qu'il pleuve un peu, pour peu que ce soit tendu? Est-ce que chacun met de la bonne volonté? Parce que c'est le problème du groupe. Souvent, c'est ce qu'on nous oppose. Ouais, on ne pourra pas s'organiser, on a tous besoin du matériel en même temps, mais vous y arrivez plus ou moins, quoi. Oui, il n'y a pas de souci. Et comme on dit, c'est une CUMA, c'est une coopérative. Et dans une coopérative, il y a la coopération. Donc il faut coopérer. Chacun doit mettre du sien. Et aussi, le gros point positif, on va dire, c'est que des fois, des salariés, on n'a pas besoin de toute l'année, quoi. On n'a pas du boulot pour eux tout le temps. Et là, ça nous permet de vraiment mutualiser les frais, comme je vous dis. Et alors, nous, ça se passe bien avec nos salariés. Il y a des fois où, dans les périodes charnières, comme j'ai dit, tout ce qui est traitement, travail du sol, vendange, tout ça, on les fait travailler un peu plus, et quitte à
à les laisser un peu plus après au repos, mais non, en général on n'a pas eu, ça fait maintenant depuis 2019 que le groupement d'employeurs existe, on n'a eu aucune friction à ce niveau-là. Moi, j'ai 6 salariés dans mon exploitation. J'ai 3 exploitations différentes, en fait. Une avec mon papa, une avec mon ex-belle-mère. Et après, il y a d'autres aussi, d'autres sociétés comme Château-Roubine, Château-Larnaud, et qui ont aussi leurs propres salariés, parce que Château-Roubine est un gros domaine où ils ont déjà une quinzaine de salariés, je crois. Mais on va dire les 2 salariés de la CUMA sont les 2 plus gros postes pour tout le monde, où c'est vraiment maintenant, c'est vraiment on va dire les tractoristes haut de gamme, quoi, les plus performants, quoi. Ouais. Oui. Oui, et là, on serait prêt à intégrer d'autres adhérents, il n'y aurait pas de souci. On serait même prêt à encore prendre un salarié de plus. On se pose la question si on voudrait peut-être dans les années qui arrivent prendre un salarié plus niveau mécanicien, tout ça, qui puisse travailler un peu dans tout, parce que ça coûte des frais, je n'ai pas besoin de vous le dire, de faire réparer le matériel. Et donc, on est en train de se poser la question de se pencher sur le sujet, prendre peut-être un mécanicien justement qui pourrait tenir à jour tout le matériel des différentes sociétés, des différents adhérents. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Voilà, justement, on est sur, donc, si on comprend tous les adhérents, on est sur 5 communes qui ont un périmètre à peu près de 40 km, on va dire. En général, on s'en sort. Déjà, rien que mon exploitation, moi, personnelle, est sur 3 communes, dont la plus loin est à 30 km, donc ils ont assez l'habitude. Et excusez-moi, c'était quoi votre deuxième question ? Oui, et après, voilà, par exemple, on travaille avec Château-Roubine. Château-Roubine est un adhérent qui est en bio. Moi, je suis en HVE, en terre à vitis. Donc, non, il y a... Je vous dis, c'est beaucoup de coopération, beaucoup d'organisation. Ça, je ne vous cache pas qu'il y a de l'organisation et beaucoup de partage, et chacun met du sien. Après, comme je vous ai dit, ça arrive que des fois, comme vous dites, les périodes de traitement où il faut y aller, les employés font plus d'heures. On a passé un genre de pacte avec eux, comme quoi il y a des fois où ils seraient un peu plus là et il y a des fois où on les serait un peu plus tranquilles, quoi, on va dire. Vous, Ça, déjà avant de les embaucher, on avait prévu un peu le coût, voir la charge de travail qu'il y avait, voir l'organisation qu'il fallait emmener. Sur la charge de travail, après, il y a les employés de la propre exploitation qui prennent aussi le relais obligatoirement. Parce que 2 employés, là, si on compte tous les adhérents, c'est une CUMA quand même qui comporte environ 350 hectares de vignes. Donc, juste 2 tractoristes ne peuvent pas gérer 350 hectares de vignes. Après, comme vous dites, c'est sûr que dans le bio, on traite 2 fois plus, on le sait. On arrive jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à s'en sortir. Il n'y a pas eu aucune friction. Après, c'est sûr que c'est des domaines, par exemple, Château-Roubine, c'est avec eux qu'on fait le plus
le groupement d'employeurs a été créé avec eux particulièrement parce que les autres prennent les salariés très peu. Je m'entends très bien avec le chef de culture et c'est sûr qu'on essaye de s'organiser au mieux et de ne pas se tirer dans les pattes, quoi. On ne s'est pas encore posé la question. Je pense qu'ils veulent rester aussi, chacun, on est quand même un peu aussi, des fois on veut rester un peu aussi, quelque part un peu indépendant, quand même, je pense, gérer chacun sa chose. Mais comme je dis, ça nous a permis de prendre deux employés en plus, deux salariés en plus pour pouvoir, parce qu'un salaire coûte double avec toutes les charges patronales que nous avons et sociales. Et deux salariés en plus, il faut l'occuper toute l'année. En faisant comme ça nous permet justement de pouvoir occuper les salariés toute l'année. On est parti sur un qui restait que 6 mois, quoi, ça a duré que 6 mois, et au bout de 6 mois, on a dit non, ça marche super bien, il faut en prendre un deuxième. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que nous avons 2 salariés sur la CUMA, et pour rien au monde, on reviendra en arrière, quoi. Après, c'est sûr que si moi je vois que du positif. Après, je sais que on en a déjà parlé entre nous. Dans certaines CUMA, il y a déjà des frictions avant. Je pense honnêtement que ce n'est pas la bonne solution de me faire un groupement d'employeurs s'il y a déjà des frictions dans la CUMA. Honnêtement, après, c'est mon point de vue personnel parce que je pense qu'il y aurait d'autres frictions pour ça. Après, une CUMA, c'est une coopération, c'est une coopérative. Il faut que tout le monde s'entende bien et tout le monde mette du sien. C'est moi, c'est le président. Quoi, on dépend du centre du CER, du centre de gestion, mais c'est moi qui fais de la facturation tous les mois. Alors là, on est en train aussi de voir pour pouvoir peut-être que je facture un peu moi personnellement, parce que ça prend du temps. Chaque mois, ça prend, je ne vais pas vous cacher, ça prend du temps de faire et de la facturation pour tous les matos qu'il y a eu pour tout le matériel, pardon, qu'il y a eu de tout le mois qui a été loué, et après de savoir. Il a fait, je vais dire une bêtise, mais ils sont pas aux 135 heures, ils sont pas aux 35 heures par semaine, ils sont aux 40 heures. Je veux dire que faire 80 heures là, 80 heures là, quoi, 60 heures là, 10 heures là, c'est sûr que ça prend du temps. Mais au final, ça me prend quoi? Ça me prend, allez, 2-3 heures par mois. Qu'est-ce que c'est, quoi? Au final, quand on voit tout le service que ça nous rend, on n'est plus à 2-3 heures, quoi. Alors, l'exemple de Mathieu est assez exceptionnel pour la région. On a très peu de salariés en CUMA. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a mis en valeur. Et d'ailleurs, j'ai oublié de signaler un point. Donc là, on a 2 salariés et on est en train de voir pour faire la démarche de prendre des saisonniers carrément. Parce que justement, les saisonniers, c'est très dur à trouver. Et on est en train de se poser la question, on en parlait d'ailleurs l'année dernière, ça c'est pas quoi, l'année dernière en début d'année, ça s'est pas encore fait, mais de plus en plus pour les bourgeonnages et pour les vendanges, parce que on fait beaucoup de vendanges machines, mais on a encore des gobelets, donc on est obligé de faire de la vendange manuelle. On est en train de voir de peut-être monter des équipes de saisonniers dans la CUMA. Après, comme je dis, c'est question d'organisation, c'est sûr qu'on... Ils sont comme nous, ils n'ont que 2 bras et 2 jambes, ils ne peuvent pas être à 10 endroits à la fois. Bouche à oreille. J'ai essayé de me tourner vers Pôle emploi, j'ai essayé de tomber. Après, voilà, nous sommes ma propre exploitation, je parle, personnel, on fait beaucoup de prestations de services. Donc j'arrivais toujours à avoir une grosse équipe de saisonniers. Ça fait 2 ans que je n'arrive plus à avoir de saisonniers et je suis allé chercher, je ne vais pas vous le cacher, je suis allé chercher de la main-d'œuvre à l'étranger. J'ai 10 Espagnols qui viennent maintenant depuis 2 ans parce que je n'arrive plus à trouver je voulais monter, normalement je monte jusqu'à 20-25 pour les bourgeonnages et
Et là, si on trouve 10 personnels, 10 Français, c'est le bout du monde. C'est très très dur. Mais ça, je ne vais pas vous cacher, vous êtes au courant, quoi. La main-d'œuvre, c'est de plus en plus dur, quoi. Donc on serait prêt à même peut-être construire, mais ça c'est dans le futur, on va dire, peut-être aussi construire un hangar avec quoi, un logement pour pouvoir faire venir justement des saisonniers, de la main-d'œuvre étrangère, parce que les Français c'est compliqué, quoi. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Mais moi j'avais une question à te poser, Mathieu. Est-ce que les salariés travaillent systématiquement avec un matériel de l'Acuma ou ça leur arrive de faire de la taille, de faire des choses comme ça? Non, ils travaillent avec, essentiellement avec avec le matériel de l'Acuma, mais ils peuvent travailler, ils sont assurés, ils peuvent travailler avec le matériel de la propre exploitation, il n'y a pas de souci. Essentiellement, ils travaillent avec le matériel de l'Acuma, mais des fois, ils prennent nos tracteurs, ils prennent le tracteur de mon exploitation personnelle, ou ils sont assurés pour ça, il n'y a pas de souci. Mais ils sont système. Pardon. L'Acuma, non, c'est une coopérative agricole. Une coopérative agricole, pardon. Donc, alors, comment ça marche? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la notion d'engagement. Hein. Donc, quand on s'engage, on va prendre des parts sociales en fonction de ce volume d'engagement. C'est-à-dire, si je vais dire une bêtise, mais bon, c'est un engagement à l'hectare, il faut prendre 10 parts à l'hectare. J'ai une exploitation de 20 hectares, je vais prendre 200 parts sociales. Et je m'engage à faire travailler une Acuma sur ces 20 hectares. Si jamais il y a un accident de vie ou il est prévu qu'en cas de force majeure, je puisse quitter l'Acuma, même durant ma période où je suis engagé et où je dois contribuer financièrement à l'activité de l'Acuma. Dans ces cas-là, au responsable de l'Acuma de trouver une alternative pour remplacer mes 20 hectares, ou alors c'est les autres adhérents qui solidairement vont payer ma part. Mais moi, à ce moment-là, si je quitte l'Acuma, je n'ai plus aucun droit dans l'Acuma, etc. Si ça se passe mal, ce qui est sûr, c'est qu'en période d'engagement, je suis tenu de continuer à contribuer à tout ce qui est charge fixe de l'Acuma sur mes matériels engagés. Et bon, si vraiment ça se passe très mal, après il y a des tribunaux, etc. Et l'Acuma attaque l'ex-adhérent devant les tribunaux. Mais on n'est pas pieds et mains liés avec l'Acuma, et comme dans l'autre sens aussi. Si vraiment ça se passe mal avec un adhérent, il peut y avoir une décision prise par le conseil d'administration d'une exclusion. Bon, ça arrive rarement et c'est vraiment des cas particuliers, mais ça peut se produire. Après, j'ai envie de dire, en général, on ne le fait pas avec n'importe qui non plus, quoi. On va pas... Nous, on a commencé l'Acuma parce que il fallait qu'on achète une machine à vendanger et à plusieurs, c'est plus facile. Mais c'est une coopération. Donc en général, quand on coopère, c'est il y a une bonne entente, quoi. Moi, je vois comme ça. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des accidents dans la vie ou des circonstances qui font qu'on veut se séparer de l'Acuma. Et bon, tout est prévu pour que ça se passe dans de bonnes conditions, quoi. D'ailleurs, il y a un adhérent qui a arrêté, qui représentait quand même 12 hectares, qui a arrêté il y a 3 ans de ça, juste avant le groupement d'employeurs, où on a dit il n'y a pas de souci. Hein. Il a voulu stopper parce que justement, il ne se servait pas assez du matériel de l'Acuma et ce n'était pas assez avantageux pour lui. On a fait un conseil d'administration, on a tranché, on a dit non, il n'y a aucun souci, on n'a pas eu de mal à trouver d'autres adhérents. Alors, circuit court, ça c'est un aspect plutôt national et dans notre région ça ne se pratique pas du tout. C'est vrai que les agriculteurs se regroupant pour des activités de maraîchage, par exemple, c'est vrai que c'est plus facile de commercialiser après ensemble. Donc souvent ce sont des structures qui sont montées, mais
à côté de la CUMA. Et la CUMA est là parce qu'elle est support des discussions, support de l'organisation, mais pour tout ce qui est aspect commercial, aspect voilà, c'est souvent des structures qui sont montées à part. Ce qui peut se passer aussi, c'est que si la CUMA a un local ou un hangar ou chose comme ça, les adhérents qui font partie de ces circuits courts peuvent utiliser le local avec des conventions, etc., pour la commercialisation de leurs produits. Comme on a très peu de CUMA, on a aussi, qui ont des salariés, on a aussi très peu de CUMA dans la région, hein, je parle de la région, qui ont des hangars. Mais bon, j'ai un exemple à Pélissane. Il y a une CUMA qui a un hangar, parce que c'est une très vieille CUMA qui date de l'après-guerre. Donc ils avaient un hangar avec des logements pour les chauffeurs à l'époque. Enfin bon, la CUMA a beaucoup diminué en activité, mais elle a conservé tout son bâtiment. Et donc, il y a un espace où un des adhérents fait sa distribution de légumes. Il a monté, enfin, il en a MAP et il fait la distribution des légumes dans le hangar de la CUMA. Mais il n'y a pas de lien, entre l'aspect circuit court et la CUMA, de lien direct, si ce n'est un apport de service. Voilà, le hangar. Voilà, c'est tout. Dans cet exemple-là, non. Et ce n'est pas l'objet de la CUMA. Donc ça peut se faire, mais dans une structure parallèle qui profite du support de la CUMA, mais la CUMA et la structure sont vraiment séparées. C'est plus une gestion de projet, sous l'aspect gestion de projet, que l'aspect juridique ou choses comme ça. Éventuellement, il pourrait y avoir, voilà, tout à fait, du transport en commun. Alors, il y a des CUMA qui font des groupements d'achat pour acheter de l'engrais. Mais alors, c'est toujours pareil. La CUMA est support, c'est un peu comme les circuits courts. Elle est support, mais ce n'est pas une coopérative d'approvisionnement. Donc, elle n'a pas de lien commercial. Elle est simplement là pour profiter du fait que les gens se rencontrent régulièrement. Je ne sais pas si vous le faites, peut-être. Voilà, tous les mois, comme je vous dis, là je reprends pour le groupement d'employeurs, tous les mois avec le chef de culture du Château Robine, on se rencontre et on planifie, on va dire, un peu les choses. Après, ce qu'on a oublié qu'on a oublié de dire, surtout, pas pour le groupement d'employeurs, mais pour le matériel, bon, vous devez tous, je pense que vous devez le savoir si vous connaissez une CUMA, vous avez déjà 20% de la région qui est subventionnée, 20% sur un matériel à 300 000 €, je vous laisse faire le calcul, c'est quand même très très appréciable de nos jours. Disons que c'est la cerise sur le gâteau. Exactement. Ben voilà, c'est ce que je t'expliquais. Ça reste quelque chose qui est possible, mais qui ne sera pas en dur dans la CUMA. C'est vraiment, à la limite, les adhérents de la CUMA se regroupent, reçoivent les fournisseurs qui leur font après des propositions commerciales globalisées. Et puis après, c'est distribué à chaque adhérent et qui paye sa facture directement au fournisseur. La CUMA est simplement là en tant que groupe d'agriculteurs. Je ne sais pas, toi, Fred, vous faites ça? Non. Je sais pas, moi, j'en vois pas beaucoup dans les CUMA que je suis. Ou alors de manière exceptionnelle pour acheter des piquets ou des choses comme ça. Des fois, bon... Non, par exemple, nous, on a eu la question pour le GNR. Ouais, voilà, ouais. On a eu la question pour le GNR et puis au final, chacun, mais on a pour obligation pour les tracteurs, pour les machines, obligation. On se dit que dès qu'on rend le matos le soir, le plein doit être fait. Voilà, comme ça. On aurait pu y envisager ce que disait Emmanuel, c'est que vous regroupiez pour acheter un volume de GNR plus important et après il est distribué dans chaque exploitation. On en a parlé, mais non. Non, mais oui, voilà, c'est juste le support. Ouais, tout à fait. Et alors, tu nous as parlé un peu.
Une question, je crois. Ben, avant, je travaillais beaucoup avec le bouche à oreille. Parce qu'avant, je trouvais toujours chaque année, j'avais pas de problème, justement, je refusais du monde. Ça fait 2 ans, voire 3, que ça commence à être de plus en... Je parle pour les saisonniers surtout, ça commence à être de plus en plus compliqué à trouver des saisonniers. Il y a 3 ans et 2 ans, donc pas cette année, l'année d'avant et l'année d'avant, donc 2020 et 2021, je me suis dit justement, je n'étais jamais passé par eux, je dis je vais passer par Pôle emploi. Et ben, ça ne l'a pas fait parce que les peu d'appels que j'ai eus, en fait, c'est toujours la même question, c'est vous déclarez, nanani, nanana, et voilà. Alors, il y a un autre problème, c'est le problème de la formation des jeunes. Et c'est vrai que pour des chauffeurs de tracteurs ou des chauffeurs d'engins, c'est très difficile de trouver des... Pour revenir au métier Non, des cumas, sans parler des mais même pour, saisonniers. même pour de la main-d'œuvre non qualifiée. Hein. Ouais, ouais. Non, mais les cumas, oui. Si je reviens au cumas, moi, simplement sur l'histoire des chauffeurs et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de chauffeurs en cuma, c'est qu'on a des fois des projets de personnes qui cherchent à se regrouper par la CUMA et à embaucher un salarié, un chauffeur de tracteur, chauffeur de machine à vendanger, chauffeur de moissonneuse-batteuse. Ils ont énormément de mal à trouver des personnes qualifiées parce que les personnes formées de suite se sont arrachées par les exploitants. Quoi, en général, voilà. un bon tractoriste, je pense que vous le savez, bon, moi je parle tractoriste parce que je suis dans le milieu viticole, les domaines se les piquent entre eux, hein, se les débauchent entre eux, donc justement, d'où le principe d'avoir un groupement d'employeurs. Là, on ne se le pique pas entre nous parce qu'il nous appartient à tous. Quoi, il nous appartient, vous avez compris, il ne nous appartient pas, bien sûr. Mais... C'est vrai que c'est un moyen de bloquer, de bloquer les ouais. Tu veux nous dire quelque chose? Ouais, présente ta CUMA. Oui, bonjour. Alors moi je suis Frédéric Robron, je suis le président de la Fédération des Cumas du Var. Donc la Fédération de Cumas du Var, c'est à peu près une 60aine de cumas, essentiellement viticoles pour notre département, très peu de grandes cultures et pas du tout d'élevage. Je suis président de ma cuma sur la commune de Pourrières, une cuma viti où on est une quinzaine d'adhérents. Alors moi, c'est vraiment une cuma traditionnelle où il n'y a que du matériel. Elle a été créée dans les années 80 par nos grands-parents. Et on gère à peu près 120-130 hectares de vignes. Donc machine à vendanger, ben à vendange, des prétailleuses, que du matériel. On n'a pas encore franchi le pas de l'embauche personnelle. À mon avis, c'est pas quelque chose qui est dans les tuyaux sur notre commune. Le côté un peu individualiste de notre région et le succès du rosé fait qu'on n'a pas forcément besoin d'investir à plusieurs pour faire des économies. C'est un tort à mon avis parce que je pense que c'est une solution d'avenir au niveau du recrutement. Voilà, après moi c'est plus une cuma traditionnelle avec du renouvellement de matériel, de l'investissement sur du matériel pour se passer des produits phyto. Voilà. Si vous avez des questions sur... Oui. Oui, c'est ça, il y a un taux de subvention de 20% sur du matériel neuf pour les cumas. Alors on s'engage à le conserver pendant 5 ans. Et voilà, et après ça nous permet d'investir vraiment à plusieurs sur du gros matériel comme les machines à vendanger notamment et tout ce qui est traction quoi. Du matériel qui ne sort pas toute l'année comme une machine à vendanger, un semoir, c'est intéressant parce que ça travaille un mois dans l'année, tout le reste de l'année ça dort au garage on va dire. Donc c'est quand même des gros coûts et ça permet justement de faire un investissement à plusieurs. Et moi je reviens toujours 20% de subvention, c'est pas rien au jour d'aujourd'hui. Pour compléter, puisqu'on parle des aides, certains conseils départementaux aident aussi les investissements.
Alors, dans le Var, ce n'est pas le cas, mais dans les Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse et dans les Hautes-Alpes, on a les conseils départementaux qui peuvent intervenir en complément du conseil régional. Donc, c'est encore plus intéressant. Ouais, le Var, ça y était avant, mais ça fait plusieurs années que c'est arrêté. Ouais, ouais. Ben, je ne sais pas, vous pourriez nous parler des projets. Alors, tu as parlé peut-être d'embaucher un mécano, mais en termes de machines, est-ce qu'il y a des projets? Ben là, on vient de changer l'année dernière, donc en général, on change tous les 5 ans parce qu'on veut on veut toujours travailler au top de la qualité. Donc la machine à vendanger, on la change tous les 5 ans. Là, la dernière machine à vendanger que nous avons achetée, elle possède tri embarqué, graineur, pesé. C'est important. Et oui, voilà, toujours essayer de rester essayer de rester au top au top des machines, quoi. Parce que bon, après ça aussi, c'est pour garder le personnel. Quand vous travaillez avec du bon matos, eh ben, en général, ils sont ravis, quoi. Donc voilà. Après les prochains investissements, là, quand on vient de changer la machine à vendanger, on vient d'acquérir un deuxième Intercept qu'on avait déjà acheté il y a 10 ans en arrière. Donc, on vient d'acheter un deuxième au niveau de la Cuma. On a acheté aussi un petit broyeur de pierre qui fait forestier, qui devrait rentrer dans pas longtemps aussi. Et sur les 2-3 ans qui arrivent, je ne pense pas qu'il y aura peut-être un renouvellement de tracteur, sinon il n'y aura pas de gros investissements qui est prévu. Comme je vous dis, on se penche de plus en plus sur les saisonniers. Savoir si on ne va pas prendre des saisonniers ensemble justement parce que ça peut être très intéressant. Pour l'instant, on n'a pas d'aide spéciale. Alors, Jusqu'à présent, non, parce que tous ces cas avec tous les robots, tout ça, c'était pas prévu en fait dans le matériel à financer par les subventions. Donc là, on a revu justement la liste du matériel il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est en cours, quoi. Mais en fait, non, c'est au niveau régional. En fait, en fait, en gros, pour faire simple, c'est une enveloppe de l'Union européenne en fait qui est après dédiée à chaque région. Et chaque région, non. on a un dispositif spécifique à un conseil régional. On n'est pas dans le FEADER pour l'instant. Ça viendra peut-être, mais on n'y est pas. Oui, alors pour tout ce qui est robotique, etc. Bon, on va peut-être l'intégrer. Là, on est en train de revoir notre liste. On n'a pas trop eu encore de demandes du terrain de CUMA. Il y a des robots, mais c'est dans des exploitations individuelles. Donc, bon, pour l'instant, on n'a pas été trop sollicité. Par contre, il y a beaucoup de stations météo maintenant, des stations météo connectées qui nous aident à travailler, qui sont dans la liste de matériel qu'on utilise et qui sont subventionnés. Stations météo, des logiciels aussi pour nous aider dans le travail. Ouais. Le côté entre guillemets petite informatique est déjà inclus, quoi. Alors, oui, mon affirmation n'est pas totalement bonne. Notre dispositif CUMA, conseil régional, est un dispositif qui est hors FEADER. Après, il y a certaines mesures du FEADER où les CUMA sont éligibles. Donc là, on a des CUMA qui font des dossiers. En particulier, c'était toute l'alternative ou des herbages chimiques, etc. Donc on a eu des CUMA qui ont monté des dossiers. Mais le gros du dispositif, ça reste hors FEADER. Voilà. Après, notre plus gros entre guillemets combat au niveau politique, en fait, c'est de faire reconnaître notre force collective, parce que jusqu'à présent, notamment au niveau des PCAE, où il n'y avait pas de différence de taux d'aide ou de subvention entre un investissement individuel et un investissement collectif, en fait. Et on essaie de tendre en fait à ce que l'investissement collectif soit avantagé, justement pour aller vers les nouvelles tendances, mais de partage du travail, d'économie aussi. Au niveau de l'État, il vaut mieux aider une CUMA sur un matériel que 5 petites qui a 5 matériels après qui
qui dorment, comme le disait Mathieu, toute l'année dans un hangar, quoi. Ça, c'est notre gros combat et on va y arriver, mais on a un peu de mal à se faire entendre au niveau du pouvoir public et qui ne comprennent pas en fait notre souhait, quoi, hein. Là, je pense que vous avez. Enfin, l'objet de la CUMA, c'est vraiment le matériel, hein. Là, vous confondez. Non, mais vous confondez un peu l'aspect financier et commercial. Je pense pas qu'on puisse. Non, je crois pas. Il y a des exemples de CUMA, c'est dans le bassin parisien, de céréaliers qui ont mis entièrement leur exploitation en commun. C'est-à-dire que la rotation n'est pas programmée sur une exploitation, mais sur au minimum 4 exploitations. Parce que je ne l'ai pas dit, mais pour faire une CUMA, il faut au minimum être 4. Donc eux, ils raisonnent leur assolement ensemble. Donc il n'y a plus de notion de moi je vais faire 10 hectares de blé, 20 hectares d'orge, etc. Non, c'est la CUMA, on va faire tant d'hectares de blé et puis on fait la rotation. Voilà. Donc ça existe. Après, par rapport à ce dont vous parlez, le souci, c'est pas le souci, mais souvent, pour ce qui concerne les CUMA de notre région, on a quand même au sein des CUMA des gens qui ont les mêmes activités. C'est-à-dire qu'on va avoir une CUMA viticole, une CUMA arbo, une CUMA maraîchage. Donc c'est vrai que mixer les activités entre... Ça nécessite de s'organiser différemment et ce serait un petit peu compliqué chez nous parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que dans l'avenir ça n'existera pas, mais ce serait tout à fait possible. Oui. Dans quelle organisation? Dans l'histoire de... Alors ça n'existe pas. Actuellement, ça n'existe pas. Ouais. On peut s'ouvrir à d'autres. Il y a un maraîcher ou un arbo qui viendrait. Mais le problème, c'est qu'en général, on n'achète pas le même matériel. La CUMA, la base de la CUMA, c'est quand même le matériel. Donc, voilà. En général, on crée à la base, la création d'une CUMA est justement pour créer, pour acheter du matériel en commun et justement pour pas avoir un gros coût d'un matériel qui ne dure pas tout, quoi, qui ne dure pas toute l'année, qu'on ne sert pas toute l'année, et de pouvoir le mutualiser à plusieurs, quoi. Et la base de la CUMA, c'est ça, quoi, je pense. Ah. Mais le truc, c'est que moi, je vais parler pour ma région.
quand nous, on va parler pour notre région, c'est vrai, comme il a dit tout à l'heure, nous, le rosé, au jour d'aujourd'hui, ça marche très bien. On va pas aller faire du blé, à part si ça part encore plus en guerre et qu'on n'a plus de blé et qu'on sera obligé de faire. Mais on va pas aller dans une autre culture. Ça marche très bien. Et donc, Après, moi, par rapport à votre question, je pense qu'il y a un problème au niveau juridique parce que je ne suis pas sûr que nos adhérents veuillent mettre en fermage leur terre au niveau d'une CUMA. Ou... Pour pouvoir faire cette rotation de culture, il faudrait que la CUMA en fait, soit propriétaire ou locataire de ces terres. Et, et je pense que c'est pas possible ça. Ouais, non. Enfin, au niveau des statuts de forme de coopérative, c'est pas possible, non. Bah, ce serait un peu comme l'histoire de la vente directe, de la vente directe. Il faudrait une structure à côté, un type GFA ou chose comme ça, qui gère les terres et la CUMA intervient sur ces terres pour apporter l'aspect matériel. Alors ça existe, ça a existé. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, mais je me souviens, moi, quand je suis arrivé ici, il y avait une coopérative. C'était pas dans la région, c'était dans la Drôme, qui s'appelait la Valdaine. Tu connais peut-être toi. Et qui, en fait, donc c'était la coopérative. Il y avait les terres et il y avait tout un aspect matériel qui était géré directement par la coopérative. C'était pas une CUMA, mais il y avait une branche et donc cette branche allait faire le travail dans les exploitations adhérentes. Mais les terres restaient aux adhérents. Toute organisation peut exister, mais la CUMA, elle ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas tout prendre en charge. Juridiquement, elle n'a pas le droit de tout faire. Voilà. si on n'est pas propriétaire et qu'on a un bail à fermage, par exemple, un hectare de bail à fermage sur une vigne et un hectare de bail à fermage sur des céréaliers ne se paye pas pareil. Oui. On a l'habitude de dire il n'y a pas de taille. C'est simplement l'organisation et le dimensionnement des matériels. Pour parler de ma CUMA, par exemple, Château-Roubine contient quand même plus de 160 hectares de vignes, je crois. Moi, j'en ai une de 60 hectares et la plus petite, elle fait 1,5 hectare, vous voyez, d'adhérents. Donc, il y a toutes les... C'est l'intérêt des CUMA aussi, c'est de regrouper à la fois des grosses exploitations et des petites exploitations. Les petites exploitations, ça leur permet de bénéficier de matériel performant comme une grosse exploitation. Et les grosses exploitations, ça leur permet de diminuer leurs coûts en partageant avec des exploitations plus modestes, quoi. Souvent. Hein, Après, souvent. là, j'ai parlé aussi un peu dans le juridique. Château-Roubine, je sais que ça a beaucoup intéressé de faire un groupement d'employeurs sur la CUMA parce qu'au moins, ils ne dépassaient pas le quota d'employés sur leur propre exploitation. Ouais, alors après, il y a des petits, oui. Voilà. Ça peut être un moyen de s'arranger, oui. Exactement. C'est ce qu'on dit au JA quand on intervient, parce qu'on intervient régulièrement, nous les animateurs, dans les forums à l'installation, des fois dans les organismes de formation. Et on leur dit plutôt que d'investir dans la ferraille, hein, c'est-à-dire dans un tracteur, investissez dans votre outil de travail, c'est-à-dire votre terre, vos vignes, vos arbres, voilà. Et puis, pour tout ce qui est matériel, si c'est possible, mettez-vous en CUMA et laissez la CUMA gérer cet aspect-là. Ça vous coûtera en plus très peu cher et vous n'aurez pas à gérer tout le matériel. Je fais partie justement des JA du Var, des jeunes agriculteurs du Var. Il y a de plus en plus de collègues autour de moi, qui ne sont pas dans le même secteur, mais c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans notre CUMA. Mais il y en a de plus en plus, j'ai de plus en plus de collègues justement qui sont sur les mêmes quartiers, dans le même secteur, qui forment des CUMA pour avoir de moins gros coûts, quoi. Bon, malheureusement, on a encore des gens qui aiment avoir un gros tracteur dans la cour. J'utilise très peu dans l'année, mais... Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la coopération non plus. Hein. On vit dans un monde individualiste. Bon, on ne parle pas non plus des notions de fiscalité, des comptables qui poussent à la... Enfin bon, voilà. Non, mais dans l'absolu, c'est vrai qu'on essaye de pousser les jeunes à venir dans les CUMA. Oui. C'est pas qui loue tout, hein. C'est vraiment... Non, on n'a pas le droit de faire de la prestation de service.
Faut que pour aller travailler sur l'exploitation, il faut qu'il soit adhérent. Le matériel sur l'exploitation qu'il va travailler, il faut qu'il soit adhérent. Et il faut travailler que sur son exploitation. Parce que tu parlais tout à l'heure d'intervention, tu faisais de la prestation de service pour les gens. Oui, quand je disais je faisais de la prestation, c'est avec le matériel. C'est avec mon propre matériel, c'est pas avec le matériel Akuma, pardon, je n'ai pas précisé. J'aurais bien aimé. On n'a pas le droit. Dans l'ouest, le sud-ouest. Bretagne, oui. Ouais. Bretagne, sud-ouest, oui. Nouvelle-Aquitaine, Occitanie peut-être un peu moins, mais Nouvelle-Aquitaine, ouais. Nouvelle-Aquitaine, Bretagne. C'est des secteurs où les climats sont dynamiques, où vraiment les gens vont très loin. Quand on rencontre des responsables au niveau national, ils nous disent oh, moi, j'ai plus qu'un vieux tracteur tout pourri dans mon exploitation, tout le reste, c'est la CUMA. Il y a des salariés, il y a un hangar, il y a du matériel. Et tout l'aspect mécanique est délégué, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Je pense pas que ce soit comme PACA, moi. Non, je pense qu'après, c'est des régions où il y a beaucoup plus de grandes cultures, d'élevage. Ils ont beaucoup plus besoin les uns des autres, hein. Je pense que nous, en Viti, avec un champ de vie, on arrive à travailler tout seul. Entre guillemets, pas besoin des copains, quoi, mais... Ouais. En contre-exemple à ce que dit Fred, désolé. Mais moi, quand je suis arrivé ici, on m'a toujours dit, alors dans le secteur du foin, de la fenaison, on m'a toujours dit, non, c'est pas possible, foin de croc, etc., non, c'est pas possible de s'organiser, hein, parce qu'on va se taper dessus, etc. Et ça fait 2 ans que j'ai créé 2 ou 3 CUMA foin, mais avec vraiment je sais pas, 450 hectares de foin à récolter, etc. Et où les gens me disent maintenant, bah, heureusement qu'on a le CUMA. Ben justement, parce qu'ils ont du matériel performant, ça leur permet de travailler vite. Donc, quand il y a des soucis climatiques, quand il faut vite rentrer le foin parce que l'orage menace ou quoi que ce soit, grâce à la CUMA, ils ont les moyens de faire un travail de qualité, etc. Bon, pour peu qu'ils aient un salarié aussi qui travaille, souvent c'est des éleveurs en plus, donc il faut qu'ils s'occupent des bêtes et du foin. Ils peuvent déléguer le travail du foin aux salariés et ça leur permet de faire un meilleur travail et d'être moins stressés, quoi. C'est vrai qu'au début, avant que notre CUMA existait, on se posait beaucoup de questions s'il y avait un vrai point positif, parce que justement, comme il vient de le signaler, il suffit que demain il prévoie l'orage, il faut vite sortir. Il y a tout le monde qui va avoir besoin du matos en même temps, ça peut être compliqué, mais après, comme je dis, c'est une question d'organisation. Il y a des météos maintenant qui nous permettent, des stations météo qui nous permettent maintenant quand même de voir plus loin. Et voilà quoi. Non, c'est. Moi, je ne reviendrai pas en arrière. Même pour le groupement d'employeurs, je ne reviendrai pas en arrière. Et comme je vous dis, on est en train de voir pour recruter encore quelqu'un. Et c'est vrai qu'on toujours emmener un tracteur ou une machine à faire réparer à droite à gauche à coût de l'argent. Un mécanicien, on est vraiment penché sur le sujet. Ça ferait quand même 3 salariés. 3 salariés sur une CUMA, ce serait quoi pour nous, ça serait déjà pas mal, quoi. C'est une CUMA qui est quand même assez dynamique parce qu'elle représente quand même 550 000 € de chiffre d'affaires. Et elle représente le groupement d'employeurs. Rien que le groupement d'employeurs représente quand même 85 000 € à l'année quand même. Donc, nous, on fait une petite location parce qu'on a un grand hangar. On fait une petite location à l'année où on stocke le matériel de CUMA et où les autres adhérents ont le droit de venir, on leur laisse l'accès pour venir chercher le matos. Ça, on est en train d'en parler. On a juste parlé, on n'est pas rentré, on va dire, on a parlé vite fait avec notre représentant CUMA. Qui nous a dit que ça pourrait être envisageable. On ne s'est pas vraiment lancé dans le sujet, mais on y réfléchit vachement. Oui.
Oui, parce que ça serait un bâtiment qu'humain en fait. Le jour où il n'y a plus de CUMA, c'est comment on fait, c'est ça? Ouais, bon, voilà, Oui, c'est sûr que c'est plein de questions. C'est comme le hangar, quand on construit un hangar sur la CUMA, à qui appartient la terre, tout ça. Mais oh, ouais. Je peux pas dire, il faut bien je prévoir suis le pas contrat. marié. Non, mais il faut bien prévoir le contrat, vous avez raison. Et souvent, Oui, oui. il faut bien prévoir le contrat. Ben, eh ben, vous n'y allez pas. C'est pour ça, c'est ce que je vous disais. Avant qu'on crée la CUMA, c'était et si, et si, et si. Et comme on dit, et si, eh ben, on s'en sort pas. Il faut y aller. Au bout d'un moment, il faut se jeter dans le plat et se dire non, on va avancer ensemble. Et on ne se dit pas demain, ça va s'arrêter. On se dit non, justement, demain, on sera encore là. Et dans 10 ans, on sera encore là. Et on sera plus costaud. Voilà. C'est ce qu'on se dit. Après, c'est vrai que s'il faut, je parle et vous me revoyez dans 10 ans, je vous dirai non. Mais là, je me pose plus la question. Je dis ça, mais je me pose plus la question parce que pour moi, on peut aller que de l'avant. Parce que justement, on est en train de la vie commence le coût de la vie commence à augmenter dans tous les sens. Ça commence. Et justement, si je pense s'il n'y a pas d'entraide, s'il n'y a pas de coopération, on s'en sortira pas. Je pense pas. Je pense pas. Non, non, ça restera, comme je dis, ça restera un outil de travail. C'est un gros problème, sachant que la MSA met des restrictions, que ci, que là, ça reste un gros problème. On verra bien. Je vous dis, on a commencé à en parler, on ne s'est pas vraiment lancé sur le sujet. On a commencé à en parler parce qu'on étudie, on étudie la faisabilité. Comme il y a 3 ans en arrière, quand on a commencé à en parler pour le groupement d'employeurs, on ne savait pas trop où on allait non plus. Quand on a commencé à en parler même 4-5 ans avant, ça s'est créé qu'il y a 3 ans. Moi, je vous en parle maintenant, ça fait 3 ans qu'on a créé le groupe d'employeurs. Honnêtement, je ne reviendrai pas en arrière. Et je vois plus recruter plus de monde que justement arrêter le groupement d'employeurs. Pour revenir à la notion de contrat dont on parlait tout à l'heure, la CUMA elle est au service des adhérents. Si les adhérents n'ont plus besoin de la CUMA elle s'arrête, elle disparaît. Voilà, c'est tout, hein. C'est simple. Elle n'est pas là pour vivre elle-même. Elle vit pour rendre service aux adhérents. Si elle doit se développer, elle se développe. Si elle doit s'arrêter, elle s'arrête. Moi, avant, je posais la question. Maintenant, j'ai le but que derrière, les générations reprennent, quoi. Donc, on ne s'arrête pas à N+1, N+2, N+3. On va aller plus loin, quoi. C'est ce que je me dis, quoi. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Oui. Bah, la CUMA doit souscrire une responsabilité civile parce que c'est une personne civile. Et après, suivant les engins, c'est une machine à vendanger. Bon, il y a des assurances spécifiques pour chaque collectif. Après, comme on dit, c'est chacun organise et gère sa CUMA un peu comme ils veulent. Nous, on sait ceux qui cassent payent. Après, les pièces d'usure, c'est tout le monde qui y contribue, quoi. Mais si, par exemple, je dirais une bêtise, mais sur une machine à vendanger, on n'a pas vu une branche, on se la prend, on casse le pare-brise. C'est pas un autre adhérent, dire que c'est strictement ma faute à moi, c'est pas un autre adhérent qui va payer le remplacement de la vitre. Vous voyez, c'est la première chose qui m'est venue. Les pièces d'usure, oui, mais